Ouais, alors Réré? Ouais, c'est Vince là. Bon, comment ça va la famille, le Covid, tout ça? Bon, pour ce qui est du départ en retraite, qu'on n'a pas pu faire à WrestleMania, j'ai une idée. Non, il y aura pas de public, mais t'inquiète. Ça sera tellement épique que tout le monde va parler de ça. Ah si, c'est respectueux, attends, tu me connais. Quoi, Angle avec Corbin? Mais non, tu comprends, mais non, mais comprends bien, Kurt Angle, il était parti chez Dixie Carter, il a pas toujours été fidèle, hein? Toi, t'as été fidèle, hein, Réré? Ah bah oui, il a été fidèle, le Réré. Ah, et puis il y a Dominique aussi, hein? T'aimerais bien que Dominique, il fasse comme papa, hein? Qu'il fasse comme papa, qu'il fasse la grande carrière, c'est la grande carrière de catcheur, ouh là là. Bon, donc c'est un spot avec Baron Corbin. Arrête, je t'ai pas encore expliqué. Bon, avec Baron Corbin, vous êtes sur le toit, là il t'attrape, et il y a, comment te dirais, un peu de cascade. Pas grand chose, hein, voilà, c'est fait avec de la sécurité, hein, c'est visuel, mais attention, ça va devenir culte. Mais non, c'est pas dangereux de sauter du toit, de sauter sur toi, enfin je veux dire toi, tu sais sauter, non? Ah bah, Luchador, il sait sauter le Luchador, bon bah voilà, là, même moi je peux le faire, même moi, bah tiens, tu m'étonnes, bah moi je le ferai, hein, bah d'ailleurs je l'ai déjà fait, là, hein, quand, bah je vais le faire, là, cet après-midi, bah je te montre un... Là, quitte pas. Qui c'est ces mecs? C'est qui ceux-là? C'est le New Day? C'est Kofi? C'est qui? Oui! Enfin! J'ai terminé! Ouais, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue sur la chaîne C'est ça le catch. Et oui, si je suis en joie, c'est que tout simplement, au moment où j'enregistre ces paroles pour cette belle vidéo, qu'est-ce qui s'est passé de Money in the Bank, ça veut dire que j'en ai terminé avec le montage. Le retour en images de cette incroyable double Money in the Bank qui s'est déroulée dans la nuit du dimanche 10 mai au lundi 11 mai, un bon déconfinement à tous, hein, restez quand même prudents, hein, attention, hein, on se lave les mains, les gestes barrières, hein, tout ça, hein, on n'oublie pas, hein, et surtout on reste fort. Donc j'en ai fini avec cet incroyable montage qui, voilà, qui je pense est la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo, hein, vous avez déjà vu le préambule avec Vince McMahon, donc vous vous dites, ah tiens, Sturi, Money in the Bank, ah mais il y avait d'autres matchs en Money in the Bank, bien sûr, une carte immense, un show immense qui a duré 2h23, c'est pas plus mal. Un show court, voilà, qui m'a épargné un sommeil trop agité, je vais pas m'en plaindre. Alors évidemment, je vais vous parler des résultats de Money in the Bank, je donnerai mon petit avis, hein, parce que bon, hein, juste lire les résultats, ça m'intéresse pas trop. Vous le savez, c'est pour ça que vous partagez les vidéos, que vous les commentez, que vous laissez un maximum de pouces bleus, merci à vous, parce que c'est du soutien qui ne représente peut-être pas grand-chose, mais qui est immense, et qui me motive toujours à en faire plus. Et également merci à toutes les personnes qui ont rejoint les actionnaires de C'est ça le catch, voilà, qui sont souscrits à un abonnement et qui ont le droit à leur FAQ mensuel, qui arrive très prochainement, voilà, en exclusivité. Merci également à tous les tipeurs, Utip, le super chat, ça motive énormément, merci du fond du cœur. Mais dans cette vidéo, je ne parlerai pas juste de Money in the Bank, mais étant donné que je me suis un petit peu décalé, en toute fin de vidéo, il y aura quelques petites informations sur Monday Night Raw, sur Becky Lynch, sur Sami Zayn également, parce que ça aussi, c'est plutôt bien étonnant ce qui se passe avec Sami Zayn. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, et vous inquiétez pas, il y aura des petites mentions spoilers, voilà, pour éviter, pour tous ceux qui regardent Raw, avec les 2 jours de décalage sur AB1, au moins, vous êtes tranquille, vous serez prévenus. Voilà, il n'y aura pas de spoiler de Raw avant la toute fin de cette vidéo. Bon alors, on est prêt, on va être bref, parce que bon, vous êtes venus pour les Money in the Bank match, hein, ça j'en suis sûr, hein, Titan Tower, voilà, Otis, ah, le double assassinat, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y avait bien un kick-off qui opposait Jeff Hardy à Cesaro, et que dire de plus que c'était un match plutôt satisfaisant, faut pas déconner quoi, il y a eu 13 minutes de match, et peut-être un des matchs les plus longs d'un kick-off, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à avoir des matchs de plus de 10 minutes en kick-off. Cesaro est un des MVP du confinement, je suis désolé, à chaque fois que j'ai vu Cesaro être dans le ring, malgré le fait qu'il n'y ait aucun public, j'ai toujours trouvé qu'il était, voilà, à la hauteur des attentes, et en plus de ça, un catcheur humble, comme pas permis, qui va permettre à Jeff Hardy de réussir parfaitement son retour, et de nous livrer une très très bonne performance, qui peut être inspirante, et puis qui peut aussi redonner l'envie à beaucoup de fans de la génération NT1 qui avait perdu Jeff Hardy de vue, voilà, de se réintéresser au programme malgré le huis clos. Le match était gratuit, donc c'était plutôt chouette, solide, et belle victoire de Jeff Hardy. Show principal qui débute avec le Fatal 4-Way pour les championnats par équipe de SmackDown, remporté sans trop de surprise par le New Day, mais au terme d'un match très rythmé avec beaucoup d'action, ça bougeait dans tous les sens. Mention spéciale à Grand Metalik qui a été, je pense, le MVP de ce match. Voilà, on n'a jamais vu Grand Metalik autant en œuvre dans le ring, ça faisait bien longtemps, et on avait déjà vu qu'à Money in the Bank, lui et Lince Dorado étaient capables quand même de faire des prouesses techniques et de voltiges totalement folles, qui m'a fait plaisir sur ce match que j'ai trouvé pas sans first note pour autant, notamment avec cette incroyable incohérence. On est dans un Fatal 4-Way, il est censé ne pas y avoir de disqualification, et Jackson Ricker des Forgotten Sons se fait renvoyer au vestiaire par l'arbitre. Pourquoi? C'est un match sans disqualification, pourquoi tu... Hein? D'accord? On décide au dernier moment? Bon, vas-y, tu saoules, casse-toi. Voilà, c'est tout, c'est comme ça.
R-Truth contre MVP qui s'est finalement transformé en R-Truth contre Bobby Lashley. Après un petit échange de provocation plutôt sympa entre MVP et R-Truth à base de moi aussi je peux faire bowling tout ça, enfin bref, c'est fun et puis de toute façon R-Truth il est là pour être fun. MVP finalement va laisser sa place à Bobby Lashley qui va bien sûr détruire R-Truth en 1 minute 30. Donc RAS, hein, c'est juste un peu plus de momentum accumulé pour Bobby Lashley, c'est là, ça à prendre et bon, ça m'a pas dérangé outre mesure. Championnat de SmackDown, Bayley défend contre Tamina. Et j'ai envie de dire qu'elles ont essayé. J'ai pas envie d'être particulièrement méchant parce qu'il y a pas grand chose de mauvais, tu vois, dans l'idée de ce match. Et bon, ok, c'est peut-être la meilleure performance ever de Tamina en 1 contre 1 et pourtant c'était pas exceptionnel. Ah là là, dans le timing, dans le selling, Tamina a un selling horrible, c'est pas possible quoi. J'ai juste envie d'imaginer comment le public aurait réagi réellement dans cette storyline. Est-ce que Tamina aurait réellement eu un soutien populaire de la part des fans pour se présenter face à cette top heel absolument géniale qui est Bayley, hein, voilà, bon non, pas véritablement génial, mais bon, hein, voilà, comment ça serait passé avec du public, voilà, c'est ça qui m'intéresse, parce que 10 minutes, ok, Tamina était sur le point de battre Bayley et c'est Sasha Banks qui est intervenu sans intervenir, et Tamina qui a joué la babyface un petit peu trop con, au lieu d'aller faire le tomber sur Bayley pour remporter le match, elle s'est juste arrêtée, elle s'est figée là. Ah, course-poursuite, voilà, la Ben Hill derrière Sasha Banks, c'est pas grave, Bayley récupère, hop, crucifix, 1, 2, 3, Bayley reste championne, Tamina reste forte, pour quelle raison? On découvrira peut-être. Il y a peut-être un Tamina Project hein, qui est toujours en cours, on découvrira. Donc bon, c'est là, c'est là. Faut faire avec, c'est là, donc autant le garder. Championnat universel, Braun Strowman défend contre Bray Wyatt, qui est venu en Bray Wyatt, hein, voilà, et c'est exactement ce que je redoutais de ce match, c'est que Bray Wyatt devienne, quelque part, le nouveau Finn Balor, avec le démon, tout ça, parce que Bray Wyatt, donc, a ce personnage alternatif qui est le Finn qui semble totalement imbattable. Il a démontré, tu vois, dans ses promos, qu'il était très intéressé dans l'idée de récupérer le championnat universel, qui serait prêt, donc je pense, tu vois, à faire beaucoup de choses pour essayer de battre Braun Strowman, et pourtant, il vient en Bray Wyatt, il vient pas en Fiend, et toute l'idée de ce match est, attention, il va y avoir une suite, est-ce que le Fiend va être capable de battre Braun Strowman ou Bray Wyatt a totalement échoué. Tu sais, c'est exactement comme Finn Balor, tu vois, avec le démon et Finn Balor normal, quoi. Alors pourquoi rester normal? C'était un match de championnat que t'affrontes Brock Lesnar, bah viens en démon. Championnat WWE, Drew McIntyre défend contre Seth Rollins, 20 minutes de match. Et je pense que c'était le meilleur match depuis le confinement, voilà. Et je mélange tout, hein, voilà, WWE, All Elite Wrestling, voilà, c'était super. 20 minutes, je pensais pas que WWE allait réussir à nous donner 20 minutes d'action avec de la base, du storytelling, entre deux excellents catcheurs, bordel de merde. Mais Seth Rollins, qu'est-ce qui t'arrive? Seth Rollins, il est MVP pour l'instant de cette année 2020, il est incroyable, ce personnage, le sublime. Ok, hein, il y a tout un côté un peu mauvaise rage, hein, dans l'idée d'en faire un petit peu des caisses. Mais le fait qu'il soit convaincu lui-même d'être le messie du catch, c'est peut-être le meilleur catcheur de l'univers, hein, parce que athlétiquement, c'est vrai qu'il assure Seth Rollins. Ça se ressent tellement dans son catch, ça le rend tellement prétentieux, pédant. Il pense juste que lui, son être, est ce qu'il y a de plus pur et de meilleur. Sauf qu'en face, Drew McIntyre, qui a toujours fermé sa gueule depuis des années et attendu, tu vois, tout ce temps pour être l'élu, enfin, se révéler, tu vois, être l'élu qu'on lui avait promis d'être il y a plus de 10 ans, lui, il fait des Nearfall à 1. Lui, c'est vraiment une machine. C'est incroyable. Donc, l'opposition des deux a vraiment donné une histoire qui était fantastique. Et que dire de la conclusion, quoi. Ça se termine super bien avec victoire de Drew McIntyre. Clean. Et derrière, chose incroyable, serrage de main. Et c'est pas parce que j'ai vu Monday Night Raw, j'en parlerai tout à l'heure, que j'ai trouvé ça génial. Je sais que ça a mis... oula, qu'est-ce que vous allez faire, WWE? Non, je pensais que c'était vraiment un truc parfait. Non pas seulement pour peut-être imaginer un face turn prochain de Seth Rollins qui serait totalement con, mais peut-être pour le recentrer, tu vois, sur ce qui est essentiel. Spoiler, fin d'émission. C'était super. Voilà, bravo WWE. Véritable bon match de championnat de catch. Et je veux voir, voilà, plus de matchs de championnat de cette trempe. Et Drew McIntyre, en tout cas, et j'ai vraiment l'impression, hein, le champion du monde du renouveau. Bravo, c'est super. Et en plus, dans les conditions les moins évidentes qui soient. Allez, vous savez qu'il reste plus qu'un seul match, qui était le clou du spectacle, et sur lequel on va faire un retour en image pas des plus banales. Mais avant ça, je sais pas si vous vous souvenez, dans mon décor, il y avait une affiche avec un Pikachu qui me tenait particulièrement à cœur, que vous voyez ici. Cette belle affiche, malheureusement, qui est en train véritablement de souffrir avec les mouvements, tu vois, de la porte. Et je voulais véritablement vous remercier Peter du fond du cœur, parce que c'est une affiche qu'il m'avait fait à l'époque en 2013 quand j'étais catcheur, que j'avais pas récupéré à la fin du show. Mais l'année dernière, lors de mon passage du côté de Révolte en Normandie, il m'avait offert cette affiche, ça m'avait beaucoup plu, et je me suis dit tiens, ça serait super, voilà, le remercier d'avoir créé, tu vois, ce concept de l'afficher dans mon décor. Bon là, elle souffre un petit peu, mais j'ai toujours trouvé que le Pikachu qu'il avait designé était plutôt fun, donc je vous annonce officiellement qu'un nouveau t-shirt débarque sur la chaîne C'est ça le catch, qui est totalement inspiré de cette affiche que malheureusement je peux plus
exposé de peur de l'abîmer. Mais j'avais envie de, voilà, de faire vivre ce design que je trouvais particulièrement génial. Et puis en plus de ça, voilà, c'est le t-shirt du New Story Order, c'est le nouveau. Alors rendez-vous sur la boutique CCL4 si vous voulez arborer cette magnifique étoffe qui vous rendra beau, qui vous donnera la classe et qui vous appliquera encore un petit peu plus dans le New Story Order. Bon, il a fini de faire sa promo là, de vendre ses marchandises là. Bon, et nous on est venu pour quoi? On est venu pour Money in the Bank. Voilà, parle-nous de ce match. Et bah allez, on est parti. Retour en images. Oh bordel, ça y est. Il est temps de passer à ce double Money in the Bank ladder match, filmé au QG de WWE environ 3 semaines avant sa diffusion façon WWE Cinematic Universe, avec des candidats qui devront grimper sur le toit pour décrocher leurs mallettes respectives afin de devenir monsieur et madame Money in the Bank. Ah, ça commence. On va inventer les images virales ce soir, du jamais vu. Et si vous vous attendiez à un mélange entre du méga cringe et une volonté de WWE de baiser le game niveau incohérence, surenchère de délire non assumé, humour potache et rebondissement à outrance, eh bien autant vous dire que vous aviez vu juste. Et salut, je suis l'ex-scénariste que vous avez vu sur la chaîne la dernière fois. Vous vous apprêtez à regarder WWE Money in the Bank. Voilà ce qu'on appelle du catch professionnel. La première candidate s'appelle Lacey Evans. Elle a 30 ans, c'est une ancienne marine. Elle a étudié les plans des headquarters de WWE et a mis au point une stratégie infaillible pour grimper à l'échelle plus vite que ses adversaires. Ce beau gosse là, c'est Otis. Il a 28 ans, il aime bien manger, c'est un excellent danseur, il sort avec la plus belle meuf du lycée et semble déjà avoir conquis ton cœur. Ah voilà, et c'est comme ça pour chaque participant. Les entrées des catcheurs qui n'ont strictement aucun sens. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui a déterminé que les mecs devaient commencer dans la salle de muscu, qui selon Dave Meltzer se situerait au 2e étage du bâtiment, ou pourquoi les filles devaient se retrouver dans le hall d'entrée, rester alignés dos aux ascenseurs pour attendre qu'Asuka leur saute à la tronche. Et bordel oui, ça y est, déjà dès le début des hostilités, le cadeau. Alors que toutes les filles vendent comme si un piano leur était tombé sur la tête, Asuka s'échappe dans un ascenseur et prend dès la première minute une option sur la victoire finale. Première question. Votre assaillant est en train de s'enfuir en ascenseur. Réponse 1. Vous restez sur place à vous lamenter sur votre sort, comprenant qu'un ascenseur sera bien plus rapide que n'importe quelle autre méthode permettant d'accéder au toit. Réponse 2. Vous appelez un autre ascenseur en espérant que Asuka ne sache simplement pas s'en servir. Elle est japonaise après tout, je vous le rappelle. Réponse 3. Vous vous empressez de courir dans les escaliers, ne comptant que sur vos jambes et l'esprit d'équipe, afin de déjouer les plans de l'infâme catcheuse Nippon. Réponse 4. Vous ne vous souciez absolument pas de Nia Jax et de Dana Brooke restés au sol et à l'agonie dès ce début de combat. Tu sais mon frère, dans le catch professionnel, scripter correctement un ascenseur est une base que les jeunes n'apprennent pas dans les écoles de catch. Alors que, à mon sens, c'est essentiel. La bonne réponse peut être accrochée à une perche, et toute votre audience peut se battre pour l'attraper. Voilà ce que j'appelle du catch professionnel. Pendant ce temps, côté garçon, Baron Corbin s'offre 7 ans de malheur en pulvérisant un miroir. Otis coince AJ Styles sous une barre de musculation, ne lui laissant aucune échappatoire possible, et ce peut-être jusqu'à la fin des temps. Course poursuite au sanitaire, et caméo cringe numéro 1, Brother Love sort des chiottes, et rappelle à Rabbi Mentor l'humiliante défaite de notre dernière partie de la Nipofo. Non mais attendez, moi j'écoute les réponses qu'on me donne, bon moi j'ai à peu près la réponse, voilà, y a que moi qui joue. Mais non mais il pourrait faire des arts martiaux, arrête. Il est où Mentor? Là. Oui, Sturi. Ah. Mais, tu sais qui c'est? Vas-y, propose. Non? Ah, tu dis plus rien. Hey, Suicide, il dit plus rien. Bon, très bien. Pourquoi il était manager, le mec? Non, mais en fait, ça fait 10 minutes qu'on sait qu'il est manager. Hein. Tout le monde est au courant, ouais. Il faut jouer au Cluedo, chef, hein. Parce que là... Est-ce que j'ai catché à Puerto Rico? Ça m'étonnerait, non, bah non. Je suis Bruce Pritchard. Tu es Bruce Pritchard, tu es Brother Love. Mais vous êtes là. Ah mais je vous vois maintenant, vous avez le seum. Je reconnais ce visage. Vous avez le seum. Bah, ça fait plaisir à voir les mecs. Baron Corbin assommé par Daniel Bryan. Ce dernier rentre dans un ascenseur en compagnie d'Aleister et Otis. Shayna Baszler, Lacey Evans et Carmella on appelle un peu plus haut en espérant intercepter Asuka. Mais dommage pour elle, ce sont les 3 hommes qui en sortent. Ah non pas 3 puisque 4. Et oui puisque Baron Corbin s'est probablement téléporté. Hein? Non, en réalité, Corbin s'était faufilé discrètement. Hein. Avoue que c'est drôle, avoue que t'y as cru, hein, voilà, petite manipulation des images et des mots. Moi aussi, je m'étais fait avoir la première fois. Bagarre et confusion générale. L'ascenseur d'Asuka s'arrête vraisemblablement au 2e ou au 3e étage où tout le monde s'est retrouvé. Sachant que l'immeuble possède 7 étages, que Asuka a passé plus de 4 minutes dans cet ascenseur, cela imposerait un délai de 15 minutes environ pour rejoindre le toit. On comprend mieux pourquoi WWE cherche à quitter ce bâtiment. Ah bah maintenant je comprends mieux pourquoi les mecs sont toujours en retard aux réunions. Hein. Question numéro 2. Dans cette situation, que doit faire Asuka? Réponse 1.
Profiter que personne ne la voit pour relancer l'ascenseur arrivé au sommet la première. Réponse 2. Changer d'ascenseur car celui-ci ne grappe absolument pas au rythme de Marco Portani dans l'ascension de l'Alpe d'Huez. Réponse 3. Oublions les ascenseurs et empruntons les escaliers. Qui sait quelle rencontre pourrions-nous faire et quelle histoire nous pourrions raconter. Réponse 4. Non mais quelqu'un s'inquiète vraiment pour Dana Brooke et Nia Jax? Non mais vraiment, parce que là elle rate toute la bagarre depuis tout à l'heure. Waouh. Il faut vraiment être un hater pour oser penser que l'action de deux combats à la fois vous autorise à réfléchir. La réflexion, ce n'est pas le catch professionnel, mon frère. C'est bien plus profond que ça. Asuka fait face à une arborescence de choix, comme dans les meilleurs jeux de David Cage. Mais pour répondre à la question, la réalité voudrait... Retour à l'action masculine, où Aleister Black, bac littéraire ou pur Baudelaire les fleurs du mal, comprend que ça ne sert à rien de faire la bagarre mais qu'il faut être le premier à avoir la mallette. Vas-y, ciao les bolos, moi je me casse. Brian défonce les torses de Corbin puis de Otis pour assurer la diversion, et oh mon dieu, caméo numéro 2, Dunk the Clown low cost sans aucun intérêt fait son apparition. C'est un mec Hunter lui? Mais non, bande de nazes, ça je sais très bien qui c'est un projet secret, voilà, on va développer plus tard, voilà. Top heel de la compagnie quand Roman Reigns va revenir. Hein, Roman Reigns. Finalement, Dana Brooke et Nia Jax vont bien, elles croisent Shayna et Carmella dans un couloir. Visiblement, elles ont dû emprunter un passage secret pour refaire leur retard. Après tout, c'est pas à moi qu'il faut demander. La subtilité d'une bonne course-poursuite fait la richesse du catch professionnel. La subtilité, c'est tellement important. Un peu comme la tenue de Carmella, mon frère, waouh. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de Debra et Sable en bikini pendant l'attitude d'Era. Ah, et vous voulez savoir pour le passage secret? En fait, c'est très... Bagarre dans la salle de réunion numéro 12, Carmella meurt sur un coup de boule de Nia Jax, Shayna meurt en se détachant les cheveux et Nia s'effondre sous la patte d'un coup de chaise de Dana Brooke. Oh mais que se passe-t-il? Dana Brooke aperçoit dans cette salle une mallette pleine de moula suspendue par un mousqueton. Serait-ce la fameuse récompense du Money in the Bank? Question 3. Que doit faire Dana Brooke? Réponse 1. Laissez cette mallette car elle a vu les clips, lu les règles, la briefcase officielle est de couleur blanche et est suspendue sur le toit du bâtiment. Ça fait 3 semaines que Michael Cole nous le répète, écoutez un petit peu cet homme bordel de merde. Réponse 2. Bah ça fait quand même beaucoup d'argent dans cette mallette. Soit c'est un piège, soit je prends l'argent et j'arrête le cash et je pars en croisière avec mon mec. Réponse 3. Non mais sans déconner, qui a oublié la valise des Saoudiens dans cette pièce? On a dû licencier une trentaine de catcheurs avec vos conneries. Réponse 4. Rien à foutre, je décroche la mallette pour déclencher une musique épique et l'apparition de mon caméo numéro 3 qui me rappellera à quel point je suis trop con tout en enchaînant une blague grossophobe sur Nia Jax au plus grand des calmes. Dana Brooke est dégoûtée, l'argent ne l'intéresse pas. Elle se bat pour être la meilleure, et elle ne voit pas Carmella lui planter son propre portrait sur la tronche. Le papier canson ne reste pas fort, première commotion cérébrale pour Dana Brooke, Woman's Right de Lacey Evans qui passait par là et qui peut désormais crapahuter vers le sommet en tête. Côté messieurs, on rappelle la bonne option prise par Aleister Black suivi de Daniel Bryan. Pourtant, retour sur AJ Styles qui s'est libéré de ses exercices de musculation, certainement de la même manière qu'il s'était sorti des 4 tonnes de terre qu'il avait ensevelis le mois dernier. Bro. Frère. En fait... Cependant, AJ Styles reste trop émotif. Il s'arrête face au portrait de l'Undertaker, la séquence flashback est inévitable. Cependant, ce coquin de AJ Styles a dû lui aussi prendre un passage secret car l'homme que nous pensions en tête, Aleister Black, le rattrape et l'enferme dans la pièce mortuaire du QG. Là où certainement Vince McMahon a enterré toutes les bonnes idées créatives ainsi que le push de Cesaro. La porte n'est pas fermée à clé. Ah, je vous vois venir parce que vous avez une fâcheuse tendance à remettre en question notre excellent travail d'écriture. Quoi notre? Non, je ne travaille plus pour WWE. Mais je suis sûr que plein de créatifs talentueux ont passé des heures à concevoir ces programmes. Des ascenseurs, des portes, des flashbacks. Ça, c'est du cash professionnel, mon frère. Et tu sais quoi? Il ne manque plus qu'une bonne bagarre de nourriture. Et justement, sketch suivant, on retrouve Paul Heyman au buffet du 5e étage prêt à dégommer de la baguette. Référence à la catchphrase de son client Brock Lesnar, Here comes the pain. Jusqu'à ce qu'un raccourci scénaristique décide de remettre tous nos participants à égalité, mis à part AJ Styles qui fait semblant d'être enfermé, et Asuka qui est réellement portée disparue. Ne ratant pas une bonne raison de délirer, Dana Brooke, toujours déguisée en portrait de Carmella, bouscule Paul Heyman qui renverse son pain sur Otis, mettant ce dernier dans un état de colère incontrôlable, déclenche la plus prévisible des bagarres de bouffe. C'est génial, ils se battent dans la bouffe, c'est fun. Mention spéciale au double tampon sur Rey Mysterio et ce face-off fantastique entre Nia Jax et Otis. Alors oui, tiens, j'ai oublié de te dire, dans l'idée de rendre ton départ en retraite encore plus mythique, à un moment, il y a un spot, tu vas te faire percuter par Nia Jax et Otis. Ah voilà, pendant que t'es en train de pass out dans un étranglement de Shayna Baszler. Mais non, il y a du respect, mais non, niveau respect là, c'est sérieux. Attends, Dominique, il serait tellement fier de son papa. Et oublie pas, hein, tout le monde, reste fort, hein. Ah bah il a raccroché. Seconde commotion pour Dana Brooke et nos amitiés à Carmella qui sera la première à chuter à l'arrière du peloton après ce powerbomb à travers une table. Nous ne la reverrons plus de la soirée. Une chute à l'arrière et là c'est une chute qui va couper le peloton. Sketch suivant. Otis découvre que derrière le buffet se cache le réfectoire. Imaginez son bonheur. Ensuite, imaginez le mien.
La fameuse tarte à la crème est de sortie et ce sera notre caméo numéro 4, John Laurinaitis, qui en payera les pots cassés. En tartage en bonne et due forme, Vince s'est amusé. Ouah mon frère, le catch professionnel a tellement besoin de crème fouettée. On n'a pas suffisamment de délire avec de la tarte à la crème. On devrait apprendre ça dans les écoles de catch. Et pas tous ces clés de bras qui ne servent strictement à rien. La crème fouettée, c'est ça le catch mon frère. Ah mais on n'a pas le temps pour tes conneries car on n'arrête pas l'humour. Random homme de ménage et panneau glissant dans la cuisine permettra à Asuka de réapparaître pour demander son chemin. Évidemment elle ne sait pas se faire comprendre mais si le but est de grimper, ce sont des escaliers que tu dois trouver. C'est ce que notre acteur talentueux lui aurait expliqué si une horde de catcheuses n'avait pas fait éruption. La mop reste forte, dommage qu'on ne puisse pas en dire autant pour Dana Brooke qui nous fait une parfaite Jean Aimé. Y'a claqué cette tête. Oula, il s'est fait mal. Commotion numéro 3, élimination pour sol glissant. Dana Brooke repartira sans de consolation cette année. Autour de Shayna Baszler de sortir de l'équation. Je rappelle que c'était la favorite pour gagner le match, mais le combo kick, punch et mur feront en sorte que son aventure s'arrête ici, et probablement son push, hein, ça il faudra demander à Vince. C'est quand déjà qu'elle revient, Ronda? Asuka vire en tête au sommet de l'Alpe d'Huez, prend de précieuses secondes à Nia Jax en chasse-patate. Lacey Evans en 3ème place devra faire l'effort dans la dernière ligne droite pour espérer récupérer le maillot à poids. Bah là tu vois, là c'est quand même mieux le Tour de France depuis qu'on a décidé de tout scripter. C'est qui le dopage? Il est chez nous? Retour chez les messieurs, bagarre entre les leaders au général. Aleister Black et Daniel Bryan interrompus par AJ Styles, revenus à la vie pour la 3ème fois, voient nos protagonistes basculer dans un bureau décoré de magnifiques ossements de dinosaures qui nous rappellent... Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais ils se prennent pour qui ceux-là? Vous voyez pas que je suis occupé là, non? Mais vous êtes qui vous? Vous êtes la Ring of Honor? Allez hop, ça dégage! A pris les bonnes manières quand même, non? Bon alors j'en étais où là? Ah oui, vendre la WWE à Tom Nook. Bon. Alors ça fait combien de clochettes ça? La bagarre reprend et avantage à Baron Corbin qui va basculer au sommet du Galibier avec plus d'1 minute d'avance sur ses poursuivants. Ah, et nous retrouvons Jean-Paul Olivier depuis l'hélicoptère. Alors que nous survolons les quartiers généraux de la WWE où se dresse la ligne d'arrivée de cette étape, cet édifice fondé en 1981 à Stamford, Connecticut, haut de 25 mètres, retrace l'histoire d'un homme et de sa fortune, Vincent Kennedy McMahon. Ah, mais j'aperçois les hommes de tête arrivés au sommet pour le sprint final, Jean Légonard pour la motopilote. Enfin sur le toit, Asuka n'a pas capitalisé son avance puisque Nia Jax l'a aspiré dans la dernière ligne droite. Lacey Evans profite de la bagarre pour recoller en tête, et après de l'action peu passionnante sublimée par des effets sonores et la production visuelle de l'excellent Kevin Dunn, il faut le rappeler, Asuka se retrouve seule pour décrocher la mallette. Seule? Non. Baron Corbin, leader au général masculin, arrive à son tour. 2 participants, 2 catégories différentes, 2 mallettes accrochées. On est parti pour la question numéro 4. Quel dénouement pour cette situation évidente? Réponse 1. Asuka et Baron Corbin décrochent leurs mallettes respectives et terminent ainsi une narration pleine de bon sens. Réponse 2. Asuka et Baron Corbin s'échangent leurs mallettes pour permettre à Caillou d'enfin se venger des provocations de Becky Lynch l'an passé. Réponse 3. Asuka réalise que Baron Corbin est intéressé par le championnat féminin, ce qui ne fait aucun sens donc décide de l'attaquer. Réponse 4. Asuka confond Baron Corbin avec Shayna Baszler, ce qui ne fait aucun sens non plus, mais bon, hein, vous voulez vraiment voir Baron Corbin debout à la fin de ce show? Allo Caillou? Ouais c'est Vince là, qu'est-ce que tu fous? Tu décroches pas la manette maintenant, on n'a pas encore tourné le truc avec Mysterio. Oublie pas, hein, le lancer en ligne droite. Hein, impulsion sur les quadriceps, et hop, mais non, ça risque rien, je te... Qu'est-ce que vous voulez vous encore? C'est le New Day ça? Ah non, toujours pas? Retour au ring, ou au toit, ou bref, bon on s'en fout. Otis est sur le ring, mais là, oulala, souviens-toi, SmackDown il y a 2 jours, Otis est bien trop gros pour grimper à une échelle. Avec un tel storytelling, inutile de vous dire qu'il sera donc impossible pour notre copain barbu rigolo d'être celui qui décroche la mallette. Tu sais mon frère, l'art du storytelling, c'est de raconter ces histoires que le public peut s'approprier facilement. Combien d'Américains en surpoids rencontrent les mêmes problèmes quotidiennement que Otis? C'est ça le catch professionnel. On raconte des histoires, puis on accroche du Viagra sur une perche pour que les gens reviennent après la pub. Allez vous faire. Otis ne se décourage pas pour autant. Caterpillar sur Baron Corbin, Aleister Black fait son retour, Black masse sur Otis, Rey Mysterio est là aussi, bagarre au sommet de l'échelle avec Black, mais AJ Styles ressuscité une 4ème fois, fait basculer ses collègues de Monday Night Raw et Baron Corbin jette Rey Mysterio du toit. Alors t'as vu ça? Eh, brillant, hein, avec la musique et tout, voilà, le plaf. Ça c'était drôle ça. Attends, c'était quoi ça? Mais il a foutu quoi Caillou? Il en a acheté un autre?
Mais pourquoi il achetait le gothique? Bah c'était pas dans le script ça. Oh et puis on s'en fout, ça fait du bruit, c'est rigolo, voilà. Je savais pas comment l'écrire, lui de toute façon on l'a construit beaucoup trop fort. Après ce double homicide dans l'indifférence générale, Daniel Bryan arrive, il reste 4 hommes en lice, AJ Styles neutralise Otis avec le phénoménal forearm, tandis que Bryan quitte l'action pour une vulgaire épaule au poteau. Quelle indignité. Duel au sommet entre l'immortel AJ Styles et le double meurtrier Baron Corbin. Ils décrochent ensemble la mallette, mais Russo swerve. Elias est à Stanford, coup de guitare sur Baron Corbin. AJ Styles laisse glisser la mallette qui tombe dans les mains d'Otis dans le plus grand des hasards. Quite the night here tonight. Asuka on your left, Otis on your right. Mr. and Mrs. Money in the bank. Oh, et vous savez quoi? Allez vous faire voir. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Je vous ai offert de l'action, des batailles de bouffe, un double meurtre et un vainqueur surprise. Non, c'est pas moi, ce n'est pas moi qui ai écrit ça, mais ça, c'est du vrai catch professionnel. C'est tellement inspirant. Oh, et puis vous savez quoi? Allez vous faire foutre. Et dites à Dana Brooke de rendre ma mallette. C'est mon argent, je l'ai gagné, je le mérite après tout. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Qu'est-ce que vous voulez vous aussi? Hein? C'est qui Vince Russo? Ah vous c'était bien quand même. Hein? Et Otis? C'est un bon garçon ça Otis, hein? T'as fait le truc là comme ça? Le clown, les meurtres, les hackers. Ouais, il y a hackers maintenant. Oh. Ah je peux vous dire qu'avec tout ça on va les rependre les audiences, hein, c'est moi qui vous le dis. Hein, comment ça? Quoi le déconfinement? Que dalle ouais, on s'amuse. Hein? Et quoi là? La WWE en vente? Ah parce que vous êtes encore là-dessus? Alors écoutez-moi bien, qu'en réalité, voilà ce qui va se passer. On va passer à un accord avec... Alors voilà, là vous avez passé 15 minutes à suivre hein, les péripéties de ce match, comme si vous y étiez, avec des belles explications, un petit peu de subtilité, voilà, des petits trucs sympas, des petits délires. Ça faisait tellement longtemps que j'avais envie d'imiter Jean-Paul Olivier sur la chaîne C'est ça le catch, pour vous dire à quel point ce montage, je l'avais un petit peu à cœur. Mais, Suri, c'est bien, t'as parlé de tout ça, mais qu'as-tu pensé de ce Money in the Bank? Tu peux pas comparer ça à un match de catch, tu vois, on va dire traditionnel, avec des cordes, un ring, et je suis très attaché à ça, vous savez à quel point je suis fan de catch old school. Mais, on a bien vu que depuis des années, le catch est diversifié dans plein d'aspects différents. Le catch permet d'avoir une feuille vierge et de raconter n'importe quelle histoire. Et juste pour ça, tu vois, même si je serais incapable de garder ce match pour en dire, voilà, ça fera peut-être partie du top 10 des matchs de l'année, il y a quand même plein de trucs incohérents. C'est dommage parce que j'ai l'impression qu'il y a certains délires qui n'ont pas été poussés jusqu'au bout et je pense qu'on aurait pu être un petit peu plus généreux là-dessus. Mais sans déconner, je suis ravi de voir qu'un tel match ait plu à une audience aussi large. Et je comprends parfaitement ceux qui l'ont pas aimé. Bon, pour info, moi personnellement, je me suis marré. Sinon j'aurais pas passé 15 minutes dessus. C'était fun, c'était super. Bravo WWE. Merci de tenter quelque chose avec Otis. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir quelle ouverture ça aura. Et Otis est très populaire, je pense qu'il plaît beaucoup à Vince McMahon. Ça peut rendre des intrigues très intéressantes, un peu drôles, parce qu'il faut du fun dans le catch. Donc pour moi, il n'y a pas d'erreur. Et Asuka, hein, on va parler de Monday Night Raw, on va en parler maintenant. Kling, alerte spoiler, Monday Night Raw, qu'est-ce qui s'est passé? Becky Lynch, dans un discours très émouvant, nous laissait sous-entendre qu'elle allait prendre une longue absence, peut-être même la fin de sa carrière, de la manière dont les choses ont été amenées, il y avait... qu'est-ce qu'elle va nous dire, quoi? Et en fait, elle remercie, voilà, tous les fans qui ont toujours été là, qui l'ont soutenu pour accomplir son rêve. Faut dire quand même que Becky Lynch, c'est grâce à un soutien très très populaire du public, très présent sur les réseaux sociaux, très présent dans les salles, qu'il a voulu, tu vois, en visage de la compagnie, qu'elle a obtenu ce droit d'être le visage de la compagnie, et en tout cas, il y a un an, on s'était absolument pas trompé là-dessus. Bon, l'année qui vient de s'écouler était un peu différente, en effet. Elle appelle Asuka au ring, Asuka qui est prêt à la défier, elle a le Money in the Bank, et en fait, Becky Lynch lui révèle que dans le Money in the Bank, il y a la ceinture de championne de Raw, et qu'elle lui remet. Tu vois, hop, tiens, je te donne mon titre. T'as gagné bien plus que la mallette, t'es devenue championne hier soir. Asuka, elle est contente, elle court dans tous les sens, vous la connaissez, elle est tarée, elle va sur la table des commentateurs, elle chante, bref, en plus il n'y a pas d'ambiance. Donc ça peut rendre le truc un petit peu cringe, mais la Becky Lynch qui était vachement émue, les larmes à l'œil, tu vois, un grand sourire sur le visage parce qu'elle est contente de voir Asuka s'éclater, être ravie d'être championne parce que, voilà, elle va lui faire cette révélation que j'ai trouvé fantastique. Asuka, tu vas être une warrior, tandis que moi je vais être une mère. Et sur le visage d'Asuka, tu sais pas si elle était informée ou pas, parce que elle lui dit, tu vois, elle le dit pas, tu le lis sur les lèvres, you're pregnant, t'es enceinte, et c'est tellement chouette. C'est bien le catch. Là, on n'a pas besoin de voir des gens faire la bagarre, là, on a juste besoin d'avoir des émotions qui sont véhiculées avec des personnages auxquels on s'est attaché. Et c'est super. Voilà, je suis bien. Bon, Becky Lynch, on va pas la voir pendant un an. Et c'est là où ça peut un peu pêcher, parce que tu peux te dire, ah super, elle a Mickey over en un an, Becky Lynch, depuis qu'elle a récupéré la hype de Ronda Rousey. Bon, voilà. Elle part peut-être au moment, tu vois, où sa cote de popularité était la plus faible. Mais c'était chouette, c'était un super moment, bourré d'émotions, bravo WWE. Et sans aller beaucoup plus loin, parce qu'il y a eu Edge et Randy Orton, mais ça on en parlera avec Flo et toute l'équipe de 3CFM ce soir,
Il y a Seth Rollins qui a pété un câble, Seth Rollins donc qui n'a pas du tout tourné face, c'est Broken Seth Rollins, il a pété un câble, et il a tué Rey Mysterio et... Ah oui, bah oui, je vous ai pas dit, oulala. Oui, Rey Mysterio et Aleister Black, non, ils sont pas morts, ils sont revenus le lendemain. Pas d'explication. Non, finalement c'était une blague, finalement Vince McMahon il a dit non mais c'est une blague à Mysterio, non reviens. Mais il est revenu pour que Seth Rollins le tue à nouveau, tu vois, en lui écrasant comme ça cet œil contre les marches d'escalier, c'était... Et l'autre information qui ne concerne pas Monday Night Raw, c'est Sami Zayn qui s'est retrouvé dans l'obligation de rendre le championnat intercontinental vacant, alors de son propre choix parce qu'il veut pas venir catcher dans les conditions actuelles, voilà, c'est pas banal, hein, parce qu'ils ont pas fait un tournoi intérimaire, hein, comme ils font pour le championnat Cruiserweight, non, titre vacant, et ben voilà, quoi, le titre intercontinental doit vivre encore à SmackDown, hein, donc est-ce que c'est la décision de Sami Zayn, est-ce que c'est WWE qui a fait du forcing, ça on sait pas trop. Pensez également pour Roman Reigns qui reste à la maison dans ces conditions pas évidentes pour s'occuper de sa famille. Je pense sincèrement que WWE l'a pas oublié, hein, voilà, hein, des fois on joue un petit peu là-dessus, mais bon, ça devrait bien se passer. C'est ainsi que se termine, c'est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous fais des gros bisous, merci de votre soutien, merci de votre amour, je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, tout le monde reste fort, ciao bye bye.